Je recommence, moi je suis assistante sociale au sein du service de réhabilitation psychosociale sur le CMP du professeur Lançon. Et moi je suis sur l'hôpital de la Conception sur les consultations du professeur Lançon. Alors on vous a présenté, on va vous présenter les différents thèmes. Donc on va commencer par les ressources, ensuite on va parler de la couverture maladie, du logement, de l'emploi et des mesures de protection. Donc si vous voulez, à chaque fois qu'on finit une partie, si vous voulez, on s'interrompra, comme ça vous poserez vos questions. Donc on commence par les ressources, donc on va vous parler de la pension d'invalidité. Donc pour avoir droit à une pension d'invalidité, donc il faut avoir travaillé 600 heures dans les 12 derniers mois et être en incapacité de reprendre le travail. Donc c'est une demande qui se fait auprès de la sécurité sociale avec le médecin qui s'occupe de vous, soit votre médecin traitant, soit votre spécialiste. Il doit faire donc un certificat médical, il y a un imprimé à remplir et il faut déposer le dossier dans un centre de sécurité sociale. Il y a d'abord une décision qui est prise au niveau administratif, si la personne remplit les conditions. Après, il y a une décision qui est prise au niveau médical par le médecin conseil. On est souvent convoqués, ils ont 2 mois pour répondre à la demande. Donc en fait, le médecin conseil va statuer sur un taux d'incapacité, donc soit une catégorie 1 qui sera calculée sur les 30% du salaire de référence, soit sur une catégorie 2, donc c'est 50% d'un salaire de référence. Il existe aussi une catégorie 3, mais ça ne nous concerne pas, nous, en psychiatrie. Donc, une fois que la pension d'invalidité est calculée, si le montant de la pension d'invalidité est inférieur à 807,65 €, c'est-à-dire le montant de l'AH, on peut cumuler donc la pension d'invalidité avec ce qu'on appelle l'allocation supplémentaire d'invalidité. Il y a un plafond pour cela, donc on vous a noté pour une personne, il faut avoir moins de 702 € par mois, et pour un couple, 1 229 € par mois. Si vous dépassez, donc si l'ASI est refusée, ce qu'on fait, c'est qu'on demande un complément d'AH auprès de la MDPH. Voilà. Donc, on peut avoir aussi un accord d'ASI, mais le cumul de l'ASI plus de l'invalidité est toujours inférieur à 807,65 €. Donc on fait une demande de pension d'invalidité auprès de la sécurité sociale, une demande d'allocation supplémentaire d'invalidité toujours auprès de la sécurité sociale, et on demande auprès de la MDPH un complément d'AH. Donc on aura 3 versements mensuels pour arriver à un montant de 807,65 €. Donc un petit conseil, quand vous faites une première demande, toujours envoyer les 3 dossiers en même temps. C'est des dossiers qui sont très longs. Par exemple, pour faire une demande auprès de la MDPH, il faut compter 4 à 6 mois avant que le dossier soit instruit. Et maintenant, c'est devenu une obligation, si la personne a travaillé, de faire une demande, même si c'est un refus assuré, une demande auprès de la sécurité sociale. La CAF vous envoie systématiquement maintenant un courrier vous demandant d'étudier vos droits à la pension d'invalidité. Il vous laisse 6 mois pour faire ces démarches. Et au bout de 6 mois, vous n'avez pas donné de réponse de la sécurité sociale, soit un refus, soit un accord, il vous coupe systématiquement votre AH. Donc ça serait malheureux d'en arriver jusque-là. Voilà, alors il y a 2 choses très importantes à retenir. Tout ça est assez technique. Personne ne doit percevoir moins de 807,65 €, dès lors évidemment qu'il ne déclare pas de ressources supplémentaires, telles que par exemple une pension alimentaire. Donc ça c'est important. Si quelqu'un a une pension d'invalidité d'un montant de 400 € et rien en complément, c'est pas normal, c'est qu'il manque quelque chose. Il faut voir ça avec soit l'administration concernée, soit avec une assistante sociale si vous avez besoin d'aide pour la constitution du dossier. Ça, c'est la première chose qui est importante à retenir. Personne ne doit toucher moins de 807,65 €. La deuxième, c'est ce que vous disiez, Élise, c'est que dès lors que la personne a travaillé, même si ça fait 20 ans et même si elle a travaillé 2 jours dans sa vie, il faut faire une demande de pension d'invalidité parce qu'elle vous sera demandée de toute façon par la CAF à un moment ou à un autre. S'il vous plaît, oui. Est-ce qu'il y a dans les projets du gouvernement de simplifier cette procédure? C'est-à-dire que pour arriver à un salaire minimum, un salaire de 807 €, il faut donc 3 dossiers dans ce cas-là. Oui. Avec l'ASI qui est donc récupérable. Tout à fait, on allait en venir. Si votre enfant va un petit peu mieux, qu'il a la chance de travailler, j'ai l'impression que déjà on va commencer à le reprendre. Et gérer 3 dossiers pour quelqu'un qui est en difficulté, quelle qu'elle soit, c'est impossible. Moi j'ai mon fils par exemple, on lui réclame, alors
c'est trimestre par trimestre, donc on réclame le trimestre dernier qui a été versé à tort pour l'Asie, ça serait dans le raisonnement, ça serait acceptable. Là, il lui redemande à peu près 6 à 8 mois. Donc je me demande, et moi à chaque fois que je voyais qu'on lui redonnait l'Asie, je dis c'est pas normal, il a déjà plus de 807 euros. Est-ce qu'il avait déclaré qu'il avait repris une activité? Oui, on a déclaré, oui. Quand je renvoyais des formulaires, c'était marqué pension d'invalidité. Parce que normalement, vous recevez une déclaration trimestrielle de la sécurité sociale vous demandant de déclarer les ressources. Donc s'il a repris une activité, normalement l'ASI n'aurait plus dû être versée. Oui, et bien voilà, on est bien d'accord. Normalement, elle n'aurait pas dû être versée. Alors, je ne veux pas entreprendre là-dessus. Oui, Ce que je veux dire simplement, c'est que j'avais cru comprendre qu'on allait vers une simplification et que demander à quelqu'un de gérer 3 dossiers, pratiquement à vie, je pense qu'il y en a qui rechutent. Je pense franchement qu'il y en a qui rechutent à cause de ça. Parce que là, heureusement, mon fils n'est pas dépensier, mais il lui redemandait 800 € du jour au lendemain. Il était en droit de penser que c'était acquis pour lui. Après, vous pouvez toujours faire un recours, hein, parce qu'en général... Oui. Surtout pas de recours, non, surtout pas de recours. On n'arrive plus à prendre. C'est moi qui m'en occupe, j'arrive plus à prendre. Bien sûr, il fait partie de l'ISATIS à Aix-en-Provence. Mais la personne, si elle veut faire un retour de papier, il faut quand même qu'on lui donne. Par exemple, l'ASI, il faut renvoyer à la banque s'il a des intérêts. Tout à fait. Enfin bon, voilà. Alors, oui, je suis un petit peu remonté, heureusement, mais je trouve ça écœurant. Et vous êtes pour rien. Oui, c'est la procédure qui est comme ça. Mais franchement, d'ailleurs, moi j'encourage les gens peut-être un petit peu de temps, c'est gratuit, mais je pense que on devrait faire bouger les choses. Parce que c'est inacceptable. C'est vrai que c'est complexe à la base et que quand on... Voilà, il y a beaucoup de gens qui se démotivent parce que c'est beaucoup de démarches, beaucoup de papiers. Voilà, en plus, si la sécurité sociale n'arrive pas à retrouver votre relevé de carrière, ils vous demandent de lister dans un tableau tout ce que vous avez travaillé, toute votre vie, etc. Donc il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de patients qui veulent arrêter cette procédure, mais bon, on essaie de les pousser, de les aider du mieux qu'on peut pour que le dossier aboutisse, parce qu'autrement ils se retrouvent sans ressources, quoi. Et l'ASI est récupérable uniquement sur la succession, hein, donc on ne va pas le récupérer tout de suite. Oui. J'ai ma fille qui est hospitalisée depuis 14 ans, elle est sous tutelle. Oui. Est-ce qu'il est automatique que la tutelle et l'assistante sociale qui s'en occupent de ces procédures? J'ai pas compris la question. Est-ce que quoi est automatique? Ma fille, elle est hospitalisée depuis 14 ans. Elle est sous tutelle. Est-ce que l'assistante sociale et la tutelle s'occupent de ces affaires automatiquement? Elle est au courant. Alors sa tutrice est censée, oui, faire en sorte que ses droits sociaux soient ouverts. L'assistante sociale, pas obligatoirement. Non. Moi, je me suis battue entre 2010 et 2014 pour le faire passer de 79% à 80%. En plus, c'est au niveau de l'âge, vous parlez du pourcentage auprès de la MDPH. Ça, c'est pas la sécurité sociale. La sécurité sociale. De 79 à 80. J'avais eu un avis de mon famille pour ma fille, qui était très gravement malade, qui était donc récapitulatif. Et maintenant, je vais me permettre de fouiller un tout petit peu dans les dossiers parce que je recours à une expertise de ma fille, mais je n'aurai pas le résultat au bout d'1 an et 2 mois à cause de la justice qui est très lente. Je peux poser une autre question. Professeur Lançon, il est où? Je l'ai vu 2 fois, mais il y apparaît. Pardon. Professeur Lançon. Alors, ce dont je peux vous assurer, c'est qu'il travaille au 2e étage. Oui, mais très rarement à Marseille. Si, là, il est en train de faire ses consultations. Il est là tous les jours, en fait, presque. De la semaine, en tout cas. Ah bon, d'accord. Ok, bon, on va essayer de poursuivre un peu. On passe à la hache. Tu veux continuer? Alors, on vous disait tout à l'heure le montant maximal de la hache est de 807,65 €, mais il est calculé sur le montant des ressources de l'année N-2. C'est-à-dire que lorsque la MDPH accorde la hache sur un motif médical, l'avis est transmis à la CAF et c'est la CAF qui est chargée de verser cette AH. La CAF, elle va vérifier que la personne est en situation régulière, qu'elle a une carte d'identité, qu'elle a plus de 20 ans, ça fait partie des conditions administratives de base.
La dernière condition étant évidemment une condition de ressources. Pas les ressources actuelles, mais les ressources de l'année N-2. C'est-à-dire qu'au 1er janvier 2016, il va être demandé à toutes les personnes qui perçoivent l'AAH de déclarer leurs ressources de l'année 2014. Si en 2014, elles touchaient 1 500 € par mois, c'est un fait que leur AAH va être très nettement diminué. C'est le cas pour toutes les prestations sociales versées par la CAF. C'est valable également pour l'allocation logement. Ce qui signifie, ça n'est pas forcément très juste ni très cohérent malheureusement, mais que quelqu'un qui a eu un salaire plus ou moins conséquent il y a 2 ans, va le voir se répercuter sur son AAH aujourd'hui. Ça, c'est important à savoir parce qu'il y a certaines personnes qui ne touchent pas 807,65 € et qui ne comprennent pas forcément bien pourquoi. De même, dans les ressources sont prises en compte les pensions alimentaires que vous versez et que vous déclarez aux impôts. Voilà. Dès lors que vous déclarez... Ouais. Ça, c'est calculé, ça entre dans le calcul, tout à fait. Voilà, donc une demande d'AAH se fait auprès de la maison départementale des personnes handicapées via un dossier médical qui est à remplir par le médecin psychiatre référent et un dossier administratif que vous pouvez faire remplir avec l'aide d'une assistante sociale, mais que la personne peut également remplir seule sans aucun souci. Voilà, comme vous disait Elise tout à l'heure, la réponse met 4 à 6 mois à arriver, donc il ne faut pas être pressé. Et surtout, il faut penser au moment du renouvellement à s'y prendre 4 à 6 mois avant pour ne pas se retrouver en rupture de ressources. Et vous indiquez que lorsque la personne perçoit un revenu d'activité, l'AAH est calculée en fonction de ses revenus. C'est ce que vous indiquez au tableau. Et ce que vous nous expliquez par rapport aux phrases du dessus, c'est que c'est pas lorsque la personne perçoit un revenu d'activité, c'est lorsque la personne a perçu un revenu d'activité 2 ans auparavant. Les deux. Alors, si c'est les deux, c'est lequel qui prévaut? Ah, il n'y en a aucun qui prévaut, les deux valent... C'est-à-dire que si la personne travaille au jour d'aujourd'hui, on va en venir juste après au cumul entre les revenus du travail et l'AAH, qui est possible évidemment dans la limite d'un certain montant. Mais par ailleurs, si la personne ne travaille pas aujourd'hui mais qu'elle a travaillé il y a 2 ans, ça va être pris en compte également. Alors juste un mot sur le RSA, mais en règle générale, ça ne concerne pas les personnes qu'on accompagne. Une personne qui n'a pas le droit à l'AAH, qui n'a aucune autre ressource et qui est âgée de plus de 25 ans, peut prétendre au RSA, au revenu de solidarité active. Est-ce que vous avez des questions sur le sujet? Non, c'est en général. Alors, le cumul avec les revenus du travail. Concernant la pension d'invalidité, une pension d'invalidité ne signifie évidemment pas, tout comme l'âge d'ailleurs, que la personne ne peut plus travailler. Ça reconnaît simplement une altération de ses capacités à accéder à un travail. C'est plus difficile pour elle que pour quelqu'un qui ne souffrirait pas d'une quelconque pathologie. Donc, il est évidemment possible de cumuler que ce soit la pension d'invalidité ou l'AAH avec le revenu du travail, mais dans une certaine limite. La limite en question concernant la pension d'invalidité est celle de ce qu'on appelle le salaire de référence. C'est celui dont vous parlez, Elise, tout à l'heure, lorsqu'elle vous disait que lorsqu'on est reconnu en invalidité à 50%, on perçoit la moitié de son salaire de référence, qui est calculé sur les 10 meilleures années de salaire de la personne qui a demandé la pension. Donc, mettons un salaire de référence de 2 000 €, la personne va toucher une pension d'invalidité de 1 000 €. Elle peut retravailler, mais elle ne peut pas cumuler pension d'invalidité et revenus du travail au-delà des 2 000 qui sont son salaire de référence. Voilà. Concernant l'AAH, le cumul est possible en milieu ordinaire comme en milieu protégé. Alors c'est un peu particulier, les personnes qui travaillent en milieu protégé, donc en ESAT, perçoivent en fait une rémunération qui est une aide de l'État, qui se cumule avec l'AAH dans la limite. En général, ça tourne autour d'un SMIC. Ils se débrouillent pour qu'au final, ça fasse un SMIC parfois un petit peu majoré. En ce qui concerne le milieu ordinaire, c'est un peu compliqué. Il faut savoir que lorsque la personne travaille, alors je crois que c'est plus de 30% du SMIC, est-ce qu'on a ça après? Non, on ne l'a pas noté. Lorsque la personne travaille elle touche plus de 30% du SMIC, ce sont 60% de ses revenus d'activité qui sont pris en compte. C'est un peu complexe. Ouais, le calcul est un peu raide. Hein. La CAF est d'ailleurs la seule à réussir à le faire de manière juste. On ne sait pas trop comment ils se débrouillent. C'est pas la même chose pour 2 personnes, même si elles touchent le même salaire. Donc on ne sait pas trop, mais en gros, voilà, il faut savoir que seuls 60% des revenus d'activité sont pris en compte. Ce qui signifie qu'une personne qui travaille touchera toujours plus que l'AAH.
Oui, je ne sais pas si c'est normal, en tout cas c'est comme ça. C'est effectivement plutôt encourageant en tout cas. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur les ressources avant qu'on passe à la Je voudrais rajouter une petite précision, c'est que quand une personne travaille par exemple un mois, une année, le calcul de ses ressources à la CAF passe sur un autre mode, c'est-à-dire sur un mode de déclaration tous les 3 mois. Et le problème c'est que, et ça pendant un an, le problème c'est que pendant cette année-là, selon combien il a touché, enfin à combien s'est élevé son salaire, il ne touche rien que 400 € d'AAH. Ce qui fait que pratiquement, s'il ne travaille plus, il n'a plus que 400 € d'AAH pour vivre pendant pratiquement une année. Et ça, c'est un problème. Donc, le fonctionnement de la CAF et voilà. Oui, mais bon, à la CAF, quand on leur en parle, bon, ils s'en fichent, quoi. Ouais. Donc, voilà, ils suivent leur procédure et bah oui, mais le problème, c'est que c'est comme ça qu'on retrouve des gens à la rue. C'est le même problème parce qu'ils se basent sur les ressources 2 ans derrière. Il y a des gens qui allaient bien et qui travaillaient. Et aujourd'hui, ils sont en difficulté. Et comme ils ont travaillé, ils sont pénalisés dans le calcul de leur âge. Et le problème, c'est que quand on veut les remettre, enfin, eux voudraient reprendre le travail, ils disent mais je vais retravailler et puis si je peux plus, je vais me retrouver avec quoi pour vivre, rien du tout. Donc ça pénalise l'envie de retrouver du travail, quoi. Et c'est un gros problème, ça. Alors, il faut quand même savoir que lorsqu'on perçoit la hache et qu'on reprend un travail, une activité salariée, les 6 premiers mois, la hache ne bouge pas, elle ne diminue pas. Vous continuez à percevoir la totalité de la hache pendant 6 mois, ce qui en général, cumulé au salaire, peut s'avérer suffisamment intéressant pour épargner. Comment vous déclarez les revenus par trimestre? Vous les calculent, hein? Vous ne touchez pas pendant 6 mois. Il se base sur la déclaration que vous faites. C'est lorsqu'il s'agit d'une activité trimestrielle. Et ça pendant salarié un an. Et ça pendant un an. Et pendant cette année-là, il y a une carence qui n'est pas de risque. Je vous assure que c'est vrai. Ah mais je vous crois. C'est un fait qu'on est confronté tous les jours aux difficultés qui sont liées aux administrations françaises. On n'est malheureusement pas là pour faire le procès de la CAF dans la mesure où ils ne sont pas là, donc on risque pas de faire avancer grand-chose. Il faut le savoir, quoi. Il faut que c'est important d'être vigilant. S'attendent à ce genre de choses parce que c'est surprenant pour la personne. C'est compliqué. On a accès à des droits sociaux en France qui sont pas forcément ceux de tout le monde, mais ça suppose aussi des tas de complications administratives qui peuvent générer des situations de précarité parfois assez dramatiques. Tout à fait. Quelqu'un qui est au-dessus de 50%, est-ce que cette personne a le droit de travailler? Au-dessus de 50% C'est 50% de la validité. Ouais. C'est la catégorie 3 alors. Normalement, on n'a pas le droit de cumuler en catégorie 3, on ne cumule pas la pension et le... Non. Quelle catégorie il faut être pour pouvoir rentrer? Soit la 1, soit la 2. Ouais. En général, en psychiatrie, c'est très très rare qu'il y ait quelqu'un en catégorie 3. Après, s'il y a quelqu'un qui est en catégorie 1 et son état de santé s'aggrave, on peut toujours faire une demande auprès de la Sécu pour avoir une aggravation de l'état de santé, passer de la catégorie 1 à 2, ce qui est quand même plus avantageux parce que la pension d'invalidité ne sera pas la même, puisqu'on c'est plus 30%, mais 50% du salaire de référence. Et au-dessus de 50%, il est de combien? Ça, je l'ai. C'est 50% du salaire de référence plus une majoration de 40%. Attendez, vous pouvez répéter. 50% du salaire de référence plus une majoration de 40%, mais après c'est 40% d'une tierce personne, c'est assez compliqué ça. Ouais. Oui, vous n'avez pas les imprimer, où est-ce que je peux trouver ces infos? Ça auprès de la sécurité sociale, même sur le site d'Amélie, tout est expliqué. Vous êtes concerné par votre fille est concernée par la catégorie 3? Ma fille est à l'hôpital ici à Lorient. À Orion? Ouais. Oui. Et je ne sais pas avec qui j'étais parce que... Il y a une assistante sur Solaris, sur c'est un peu flou.
Florent, c'est ça. J'ai cru comprendre. Est-ce qu'il y a quelqu'un entre vous qui travaille à Il y a une assistante sociale sur l'unité d'Orion, sur Solaris à Sainte-Marguerite. C'est ça? Elle fait les deux. Alors en fait, Orion, c'est le service du professeur Lançon. Solaris, c'est le bâtiment. D'accord. Voilà. Parce que la tutelle, elle fait une semaine à Conception et une semaine à Oui. Sainte-Marguerite. Tout à fait. Mais il y a une assistante sociale à Orion. Elle s'appelle Anne Tortel et votre fille Comment elle s'appelle? Anne Tortel. Tortel. T-O-R-T-E-L. On vous donnera ses coordonnées si vous voulez à la fin de... Ok. S'il vous plaît, alors, Oui. la façon dont les ressources, c'est ça? Oui, oui. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que deviennent ces prestations au moment de la retraite, à l'heure actuelle? Par exemple, les pensions d'invalidité, elles se transforment en quoi? En retraite pour invalidité. C'est-à-dire? Après, c'est le même montant. Non? C'est-à-dire que vous versez toujours par le même organisme? Après, c'est la caisse de retraite qui verse, c'est la CARSAT. C'est-à-dire que dans le cas précis de pension d'invalidité par exemple de 500 euros, Oui. il peut espérer combien cette personne-là à la retraite? Après, il y a le minimum vieillesse qui vient s'ajouter. Donc, ça revient à peu près au... S'ajouter aux 500 euros? Oui, tout à fait. Ça fait 800 euros. Le minimum vieillesse est de 800 euros. Personne ne peut percevoir moins de 800 euros à la retraite. Donc si la pension d'invalidité est d'un montant de 500 euros, au moment de la retraite, le minimum vieillesse viendra compléter. Ça s'appelle l'ASPA. Voilà, ça viendra compléter, ça fera jamais moins de 800 euros. C'est le même principe que la pension d'invalidité et l'ASI en fait. D'accord. Et tout ça, ça sera toujours soumis aux autres revenus. C'est-à-dire que si on veut essayer d'aider son enfant à d'autres revenus, ça sera déduit au minimum vieillesse, c'est pas sujet à des... Aucune idée. On s'occupe assez peu de gens à la retraite, moi je n'en ai aucune idée. J'imagine que ça doit être soumis aux ressources, comme la plupart des aides sociales, ce qui paraît logique. Oui. Ils prennent en compte toutes les ressources. On est coincé. Oui. Par exemple, je pense que notre fils, qui pendant des années a été schizophrène, maintenant c'est un très bon candidat qui a une très lourde opération. Donc il est suivi sur un cardiaque, insuffisant respiratoire et gros diabétique. Donc est-ce qu'on pourrait essayer d'envisager Bien sûr. d'aller dans la catégorie? Il faudrait voir avec son cardiologue s'il est d'accord de vous faire un certificat médical expliquant sa pathologie. Il demande une aggravation de l'état de santé. Et après, il faut simplement renvoyer le dossier auprès du médecin conseil de la sécurité sociale qui réévaluera l'état de santé de votre fils et recalculera son pension d'invalidité si c'est nécessaire. Le chirurgien qui l'a opéré? Ou est-ce que je regarde son cardiologue? Je ne sais pas si le chirurgien c'est la bonne personne, le cardiologue. Oui. Après, vous pouvez demander à plusieurs médecins aussi, s'il y a plusieurs intervenants, vous pouvez demander un certificat médical à chaque personne et après vous envoyer sous pli confidentiel au médecin conseil directement. Merci. Mais je vous en prie. Je m'excuse, je vais poser une question. Je me rends compte que là, les personnes qui sont là ont des personnes qui travaillent. Moi, lui, il n'a jamais pu travailler, je pense qu'il travaillera jamais. Donc, il a la hache. Et j'entends parler, quand il aura 65 ans, ça continuera ou ça diminuera? Ça va se transformer en minimum vieillesse. Il faudra faire la demande, évidemment, mais en termes de montant, ça va revenir au même. La même chose. Alors maintenant, on va aborder donc la couverture maladie. Donc déjà, un petit conseil, essayez de vérifier très souvent les droits sécurité sociale de base de votre, en tout cas de la personne malade. Parce que de temps en temps, quand la sécurité sociale, par exemple, vous n'envoyez pas le renouvellement de la hache, etc., coupe les droits sécu. Donc ça, c'est un problème parce qu'actuellement, il y a des délais de traitement de 2 mois. Donc on se retrouve pendant 2 mois sans droit sécu. Donc après, c'est un problème parce qu'il y a plus de le 100% n'est plus actif. Donc pour les traitements et les consultations, etc., c'est problématique. Donc voilà, de temps en temps, c'est bien d'aller vérifier ou de mettre à jour la carte vitale, etc., pour qu'il y ait toujours des droits de sécurité sociale de base valides. Donc après, au niveau de la complémentaire, donc il existe ce qu'on appelle la CMUC, donc la couverture universelle complémentaire. Donc c'est une protection complémentaire de santé qui est gratuite, mais qui est soumise à certaines conditions. Donc en général, si les personnes dans la hache
elles n'ont pas le droit à la CMU-C. Car il faut avoir mensuellement, au maximum, 720 € par mois. Donc ce n'est pas le cas quand on a l'âge, parce qu'on a 807 €. Donc après, avec la CMU-C, donc on a le droit à des réductions sur le prix de l'électricité, des réductions ou la gratuité sur le prix des abonnements de transport. Alors attention, des fois il y a des personnes qui bénéficient de l'AH en cours d'année et qui avaient par exemple avant le RSA ou qui avaient très peu de ressources, des allocations chômage, etc. Donc ça vaut le coup de demander quand même une CMU, car on calcule, quand on dépose un dossier de CMU-C, on fait le calcul sur les revenus sur les 12 derniers mois. Donc des fois, on rentre pour une année, on a le droit quand même de bénéficier de la CMU-C. Donc ça vaut le coup quand même de faire un dossier. Donc la CMU-C est renouvelable tous les ans auprès de la Sécurité sociale. C'est un dossier donc, avec des documents à leur faire parvenir. Donc quand on n'a pas le droit à la CMU-C, il y a une deuxième aide qui s'appelle l'aide à la complémentaire santé. C'est une aide financière sous forme de chèque qui est accordée. Donc là, en général, les gens qui ont l'AH ont droit à l'aide à la complémentaire santé, car pour une personne, il faut avoir moins de 973 € par mois. Et pour un couple, 1459 €. Pareil, la CS donne des réductions au niveau de l'électricité ou du gaz, et c'est renouvelable tous les ans. Donc en fait, c'est un chèque qui est attribué donc, en fonction de ressources, mais aussi en fonction de l'âge. C'est-à-dire qu'une personne qui a entre 16 et 49 ans aura le droit à un chèque de 200 € à déposer à sa mutuelle pour réduire ses cotisations. Une nouveauté depuis le 1er juillet 2015, avant, toutes les mutuelles acceptaient le chèque d'ACS. Ce n'est plus le cas maintenant. Toutes les mutuelles se sont regroupées, ils ont créé 10 grandes mutuelles qui vous proposent 3 forfaits, le forfait A, B, C. Et donc maintenant, c'est uniquement ces grosses mutuelles qui acceptent ces chèques-là. Donc il y a beaucoup de gens qui ont dû recevoir des lettres pour résilier leur mutuelle. Soit on vous dit de résilier la mutuelle si vous souhaitez continuer à bénéficier de ce chèque, soit les gens voulaient garder leur mutuelle et renoncer donc à leur chèque d'ACS. Donc c'est à vous de choisir entre le forfait A, B, C. Donc c'est les garanties qui changent en fonction donc, du forfait. Et au-delà de 49 ans, Au-delà de 49 ans, on vous a mis le tableau en fonction de l'âge. Non, je vous en prie. Voilà, entre 50 et 59 ans, vous avez le droit à un chèque de 350 €. Et pour une personne qui a 60 ans ou plus, on a le droit à un chèque de 550 €. Il y a une seconde aide que... Comment ? je n'ai pas noté assez. Pardon. Allez-y. Il existe une autre aide qui est très peu connue, qui s'appelle aussi l'aide à la mutualisation, qui avait été supprimée l'année dernière pour faute de budget et qui a été réactivée cette année. Donc c'est un chèque qui est donné en plus de ce chèque d'ACS, donc qui est d'un montant de 160 €. Donc comme ça aussi, vous pouvez lui aussi le déduire de vos cotisations mensuelles. Comme ça, ça vous fait une dizaine d'euros à payer pour la mutuelle, ce qui est très intéressant. Comment il s'appelle ? L'aide à la mutualisation. L'ACS, non. Depuis le 1er juillet, c'est les 10 grosses mutuelles. Il y a eu un regroupement, vous retrouvez ces 10 grosses mutuelles sur le site d'Amélie, de la Sécurité sociale. Il y a eu un regroupement de plusieurs mutuelles qui ont formé 10 grosses mutuelles qui proposent 3 forfaits obligatoires. Alors, quand vous choisissez votre mutuelle, on le précise jamais assez, il faut faire attention surtout au forfait journalier en psychiatrie. Avant, il y avait beaucoup de mutuelles qui ne proposaient pas le forfait journalier en psychiatrie ou qui le proposaient de façon limitée. Maintenant, heureusement, il y a beaucoup de mutuelles qui le proposent de manière illimitée. Donc, quand vous choisissez... Comment ? Lesquelles ? Alors là, on n'a pas la liste sur nous. De toute façon, maintenant, vous pouvez utiliser ce chèque sur les 10 mutuelles qui viennent de se créer. 10. Oui. Parce que ma fille, elle avait une tutelle avant. Oui. Elle était au courant de rien. C'est une copine à elle qui a dit que peut-être pendant 6 mois, elle ne paye pas le forfait journalier. Et là, la nouvelle tutelle de ma fille, elle vient d'une association. Est-ce qu'elle a toutes ces compétences ? De toute façon, le bureau des entrées, si votre fille est hospitalisée, il vérifie les droits auprès de la mutuelle. Il se renseigne, il contacte la mutuelle, et il demande combien de jours elle bénéficie en psychiatrie. Et quand le forfait arrive à échéance, ils préviennent normalement le patient ou la famille, donc la tutelle dans votre cas, en lui disant attention, la mutuelle ne prend plus en charge pour pas qu'on se retrouve après avec des factures à la sortie avec des montants
exorbitant. Normalement, à partir du 1er janvier 2016, avec le décret du 18 septembre l'an dernier, Oui. 93, normalement, les forfaits hospitaliers doivent être remboursés sans limite de durée à partir du 1er janvier 2016. Là, c'est particulier, on parle de psychiatrie. En psychiatrie. En psychiatrie. Alors, toutes les assurances, il n'y en a pas une qui couvre la psychiatrie. J'ai été obligée de prendre une mutuelle qu'on a, entre autres, indiqué à truc, parce que la psychiatrie, il la couvre nulle part. C'était très rare, mais c'est vrai que maintenant, il y a de plus en plus de mutuelles qui couvrent en psychiatrie. Il faut demander. Avant de prendre la mutuelle, c'est une priorité. Avant de vous engager dans une mutuelle, c'est de demander combien de jours par an vous avez le droit en psychiatrie. On peut être dans une mutuelle comme la fonction publique où c'était remboursé sans limite de durée, et puis un beau jour, une assemblée générale, à partir du 1er février 2014, au revoir et merci, on ne vous connaît plus. Pendant 2 ans, il faut payer, et le coût vient d'être rattrapé avec ce décret pour remettre les choses dans les clous. Parce que les familles attrapent avec cette affaire-là. Alors il faut que les familles aient encore le moyen de payer ça. Oui, oui, c'est sûr. Après, il existe des aides financières quand même. Hein. Vous pouvez faire un... Il existe une aide auprès de la sécurité sociale. Voilà, vous fournissez la facture de l'hospitalisation en justifiant que la mutuelle n'a pas pris en charge. On peut avoir droit à une aide financière de la Sécu qui prend une partie ou la totalité de la facture à sa charge. Ouais. Alors le chèque, j'ai pas pu demander non plus ce chèque. Auprès de la sécurité sociale. Fait un courrier, C'est un dossier à remplir qui s'appelle ACS, que vous pouvez télécharger sur le site d'Amélie. On vous demande de fournir un certain nombre de pièces d'identité, avis d'imposition, etc. Et les ressources sur les 12 derniers mois. C'est pour ça que je vous conseille fortement, il y a 2 dossiers. En fait, il existe 3 dossiers. Sur le site d'Amélie, vous avez soit seule la demande de CMU, soit seule la demande d'ACS, soit un dossier, celui que je vous conseille fortement, c'est-à-dire qui s'appelle CMU ACS. C'est-à-dire que la sécurité sociale étudie obligatoirement les droits à la CMU. Si les droits à la CMU sont refusés, ils étudient obligatoirement les droits à l'ACS. Comme ça, vous êtes sûr d'avoir balayé toutes les possibilités et d'être sûr de ne pas avoir droit à la CMU avant de bénéficier de l'ACS. Et l'aide à la mutualisation, là, c'est en plus de l'ACS. Tout à fait. Ça, c'est un... Alors non, c'est pas le même dossier. Ce dossier n'est pas téléchargeable. C'est soit vous allez voir l'assistante sociale du service où est suivi votre enfant ou votre entourage. Vous le demandez, soit alors vous pouvez aller le retirer auprès de la sécurité sociale au guichet. Ça peut être rétroactif ou pas pour la demande d'aide pour le forfait hospitalier non remboursé par la Si vous avez payé, c'est trop tard. Voilà. Ouais. Du moment où vous payez, ils considèrent que vous avez les moyens pour le faire. Donc c'est... Voilà. Auprès de la sécurité sociale, il existe aussi des aides financières pour payer tout ce qui est appareil auditif, lunettes et voilà. Soins dentaires. Oui. Le chèque d'aide dont vous parlez ne fonctionne uniquement que si la mutuelle est sous le nom de la personne malade et est payée par elle. Si elle est payée par quelqu'un d'autre, ça ne marche pas. Si ça peut marcher dans un cas, c'est ce qu'on pratique. Notre fille est déclarée comme ayant droit de ma sécu et ça fonctionne. Ah bon? D'accord. Ouais. Mais pas de la mutuelle. Alors, il faut renouveler ça tous les ans. Hein. Oui, l'ayant droit, ça c'est pour les droits sécu. Là, on parle, l'ACS, c'est pour la mutuelle. Votre fille, elle a quoi comme statut auprès de votre mutuelle? Elle est sous votre numéro de sécurité sociale, sous votre carte de mutuelle? Non. Elle a sa propre carte de mutuelle? De sa propre carte de sécurité sociale. Et sa propre mutuelle aussi ou elle est... Non, elle est sur la même mutuelle. Ah ouais, non, là, elle est ayant droit comme... Non. Et aussi auprès des parce que à partir du 1er janvier, les mutuelles, dans les entreprises, il y a maintenant des mutuelles obligatoires. Le chèque ne pourra pas être déduit des mutuelles obligatoires non plus. J'ai une amie, elle est déclarée, elle est prise en charge de sa mutuelle par son ex-mari et ça marche très bien. Elle est couverte à l'année. Très bien. Donc, c'est un peu flou. Qu'est-ce qui est un peu flou? Vos explications.
Alors, vous pouvez être pris en charge par la mutuelle de n'importe qui, c'est pas la question. Ouais. Ce qu'on vous explique, nous, c'est que pour bénéficier du chèque de l'aide à la complémentaire santé dispensée par la Sécu, Ah, d'accord. il faut que ce soit votre mutuelle et que ce soit vous qui la régliez. Alors, Est-ce qu'il y a d'autres questions sur l'aide à la complémentaire santé? Donc là, maintenant, on va vous parler donc, du 100%. Donc l'assurance maladie prend en charge à 100% les soins des assurés atteints d'une affection de longue durée. Donc là, le 100%, attention à ne pas confondre. Il y a beaucoup de personnes qui disent on a un 100%, on n'a pas besoin de mutuelle. C'est pas la même chose. Hein. Si vous êtes hospitalisé, le 100% ne prend pas en charge le forfait hospitalier. Hein. Le 100%, donc si c'est le spécialiste à l'hôpital, par exemple, qui en fait la demande, ça a une durée de validité que de 6 mois. Si c'est le médecin traitant qui s'occupe de faire la demande, ça a une durée de validité de 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Donc il faut privilégier le médecin traitant quand vous faites une demande de 100%, ou du moins pour la première demande, si la personne est hospitalisée, c'est le spécialiste à l'hôpital qui fera la demande. Et pour le renouvellement, il faut aller voir le médecin traitant, comme ça vous êtes tranquille après sur une longue période. Oui. Nous avons un petit problème à ce sujet, c'est-à-dire que notre fils a pris la difficulté d'être pris en charge pour l'ensemble de ses pathologies par son psychiatre Oui. à l'hôpital. Et donc, ne va plus voir son généraliste. Il ne veut plus en entendre parler du généraliste, donc il ne le voit jamais. Donc le problème là, c'est comment faire c'est comment... Malheureusement, maintenant, c'est un peu une réforme auprès de la sécurité sociale. Ils vous représentent ça un peu comme un arbre. Il faut que le tronc de l'arbre, ça soit le médecin traitant et que les branches, ça soit le spécialiste. Donc il faut qu'il y ait toujours un lien avec le médecin traitant pour qu'il ait un regard sur... Peut-être que le si vous spécialiste peut être expliquez, aussi le médecin traitant, tout à fait. Vous pouvez déclarer un spécialiste comme médecin traitant. Tout à fait. Ça pourrait régler le problème. Oui. Merci. Oui. Alors, je ne sais pas si je suis en avance, en retard, ou pour ma question. Oui. Ma question est faite de façon à ce que moi j'ai une schizophrène qui ne travaillera jamais, qui a la hache. Et comme je savais qu'au départ, il ne trouvait pas le boulot pour la sociale, tout ça et tout, j'ai prévu quelque chose un peu de l'immobilier, comme tout le monde, ce service et tout. Et j'ai appris il n'y a pas longtemps que s'ils héritaient de biens immobiliers pour les faire vivre, parce que les gens, les hypothèques, ils n'arrivent pas, non seulement ils ne vont plus avoir la hache, mais ils n'auront plus non plus la sécurité sociale 100% pour le médicament. Ah non, ça n'a aucun rapport. Ah, mais c'est ce qu'on m'a dit. Pas en tout cas, pour le 100%, je vous réponds, c'est sûr, c'est non. Il aura toujours droit, sa pathologie sera toujours là, je vois Il pas sera pourquoi. toujours à la sécurité sociale. Ah ben oui, sûr. Vous savez, on dit des trucs. Il faut juste envoyer le renouvellement de l'âge pour activer ses droits, c'est tout. Mais ça, on le fait Oui, déjà, oui, voilà. pas de problème. Mais il n'y aura pas de Il souci. gardera la hache et la sécurité sociale, même s'il a des revenus. L'âge. Alors, ça n'a rien à voir en fait. L'âge, c'est une question de ressources. Donc, le fait qu'il hérite va devoir se déclarer à la CAF. S'il est propriétaire mais qu'il ne perçoit pas de loyer parce qu'il ne met pas son appartement en location, ça ne changera rien au montant de la hache parce que ce ne sont pas des ressources en soi, voyez-vous. Si par contre il met le bien en location et qu'il touche un loyer, ça sera déclaré comme ressource, donc évidemment la hache baissera. En ce qui concerne la sécurité sociale, ça n'a rien à voir avec les ressources. Tout le monde a droit à une sécurité sociale. Non, non, non. Il ne perdra pas le 100% qui n'a aucune condition de ressource, qui est uniquement basée sur la reconnaissance d'une pathologie. Le renouvellement par le médecin traitant de la RD. Oui. On est pour comment qu'il faut faire le renouvellement? Normalement, c'est le médecin qui reçoit un courrier comme quoi la LD arrive à échéance et qu'il faut faire le renouvellement. Le médecin traitant, il change. Vous, normalement, vous avez reçu aussi un protocole de soins avec une date de validité, avec de telle date à telle date. Donc 2 mois avant, c'est bien voilà, de refaire le renouvellement du 100%. Sur un message. Oui, tout à fait. Mais quand on fait un relâche sur sa capitale, ça apparaît pas jusqu'à la
Je pense que Si, oui. si, sur une attestation de droit, ça apparaît. Nous, sur l'hôpital, vous pouvez aussi le demander, par exemple, au bureau des entrées quand il vient en consultation. On a un logiciel sur l'hôpital, on peut consulter et les droits sécurité sociale et le 100%, la durée de validité. Donc, on peut vous dire même jusqu'à quand le 100% est valable. Moi aussi. Alors, on voulait juste faire un petit clin d'œil. On voulait juste parler un petit peu de la prise en charge des transports, parce que l'année dernière, il y a eu beaucoup d'abus sur les bons de transport proscrits à l'hôpital et dans les autres structures. Donc, il y a beaucoup d'aides qui ont été supprimées et diminuées par la sécurité sociale. Donc, c'est pour ça qu'on a voulu un petit peu parler de la prise en charge des transports, parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent en transport. Donc sachez que si, par exemple, vous venez en voiture particulière ou en transport en commun, il y a une prise en charge aussi qui peut être faite par la sécurité sociale. C'est pas uniquement quand on a un bon de transport et quand on vient soit en ambulance, soit en taxi médicalisé. Ça, c'est pour qui? Pour ceux qui ont la hache? Pour tout le monde. À tout le monde? Pour tout le monde, du moment qu'il y a un 100%, il n'y a pas de... Les bons de transport sont prescrits par les médecins, en fait, à l'attention des personnes qui ont des difficultés à se déplacer liées à leur pathologie. Ça, c'est initialement le principe de cette aide qui est accordée par la sécurité sociale. Le problème, c'est que c'est souvent détourné comme étant des bons de transport qui permettent aux gens de se déplacer quand ils n'ont pas les moyens, par exemple, ou juste pour les motiver un peu quand ils n'ont pas très envie de venir, ce qui s'entend tout à fait. Le problème, c'est que le trou que ça génère au sein de la caisse de la sécurité sociale a engendré l'année dernière notamment une disparition de l'aide à la mutualisation, et à partir du mois d'août, on ne pouvait plus non plus demander d'aide financière pour tout ce qui était appareillage auditif, prothèse dentaire, parce que les crédits étaient coupés. Voilà, on encourage les gens à être vigilants et, dans la mesure du possible, à se souvenir que par ailleurs, les bons de transport peuvent servir à se faire rembourser les transports en voiture particulière ou en transport en commun. Ça ne se réduit pas forcément qu'aux taxis qui ont, on n'a pas retrouvé les chiffres, mais qui ont un coût assez hallucinant en fait auprès de la Sécu. Alors, moi je vais enchaîner sur une partie qui a trait au logement, puisque l'accès au logement fait évidemment partie des droits sociaux et du projet de chacun à un moment ou à un autre de son parcours. Alors, accéder à un logement lorsqu'on bénéficie de l'AAH, ça suppose de pouvoir en général justifier d'un garant, de quelqu'un qui justifie 2 ou 3 fois le montant du loyer en ressources et qui puisse se porter garant pour la personne auprès du propriétaire ou de l'agence immobilière. Alors ça, c'est un souci pour les personnes qui ne présentent pas de garant, et dont une des solutions serait de se tourner vers le parc social, vers le parc HLM. Alors, à savoir que sur Marseille, les listes d'attente sont extrêmement longues, que vous pouvez faire une demande de HLM, attendre 10 ans sans avoir de réponse, et que le jour où une proposition vous arrive, elle est rarement dans un quartier qui fait rêver, quoi. Donc voilà. Vous pouvez vous retrouver, les logements sociaux qui se libèrent dans le 9e arrondissement, globalement ça n'existe pas, à part Gros Piston. Ça je le reconnais, il n'y a pas de souci dans ces cas-là. Si ce n'est pas le cas, par contre, vous allez vous faire proposer le 15e arrondissement, voilà, des cités qui ne font pas forcément envie, surtout lorsqu'on est un peu vulnérable. Du coup, en général, c'est une option qu'on n'envisage pas, parce que la réponse est trop longue, parce que la réponse n'est pas adaptée. Donc on se tourne davantage vers le parc privé. À savoir que lorsqu'on bénéficie d'un garant, en règle générale, il n'y a pas de souci pour accéder à un appartement dans le parc privé, sauf pour les propriétaires qui ont souscrit à ce qu'on appelle la garantie des risques locatifs, la GRL, qui leur permet de se faire payer les loyers impayés par leur assurance. Sauf que le petit hic, c'est que ça leur interdit d'accepter les garants. Ils sont obligés de prendre des locataires qui peuvent justifier eux-mêmes 2 ou 3 fois le montant du loyer en revenus. Donc ça, c'est une assurance un peu piège, qui fait que certains propriétaires ont aujourd'hui du mal à louer leurs biens, donc ils en reviennent progressivement. Mais il y en a encore qui y sont affiliés aujourd'hui et pour lequel, donc ce n'est pas la peine d'insister, c'est pas envisageable pour eux de prendre quelqu'un qui bénéficie de l'AAH. Bon, sauf cette assurance-là, sinon, un propriétaire qui loue dans le parc privé peut tout à fait accepter une personne qui bénéficie de l'AAH dès lors qu'elle a un garant. C'est plus compliqué lorsqu'elle n'en a pas,
Mais on trouve des solutions. On trouve des solutions quasi systématiquement, parce que effectivement les situations ne sont pas nombreuses non plus, hein. Mais on arrive à trouver des propriétaires qui acceptent, on arrive à trouver des agences immobilières qui acceptent, lorsque les loyers ne sont pas trop élevés, de louer à des personnes qui bénéficient de la hache et qui n'ont pas de garant. Dès lors, bien évidemment, qu'elles bénéficient d'une allocation logement social, ce qu'on appelle vulgairement les APL et qui ne sont pas des APL en fait, hein, qui sont une allocation logement social. L'APL étant réservée aux logements conventionnés, qui se monte à 272 € par mois, maximum, toujours pareil, en fonction des ressources de l'année N-2 perçues par la personne. Donc, les propriétaires peuvent entendre comme argument que cette allocation logement, c'est déjà une partie du loyer qui leur sera payée sûre. Voyez-vous, dès lors, en plus, qu'on peut aujourd'hui faire verser par la CAF l'allocation logement directement sur le compte du propriétaire. Là où quelqu'un qui gagne un salaire conséquent n'est pas pour autant obligé de payer son loyer. Donc ça peut être un argument que les propriétaires entendent de plus en plus, hein, sur Marseille. Donc si jamais la personne qui vous est proche souhaite accéder à un logement et qu'elle ne dispose d'aucun garant, sachez qu'il existe des solutions. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur ce sujet ? Une petite question. Quand l'enfant bénéficie d'un logement gratuitement, par contre les charges, il n'arrive pas à les payer. Donc qu'est-ce qu'on fait ? Et c'est un logement qu'on a mis en location, donc il vit dedans, c'est un T2. Donc c'est à son nom. Pour le moment, c'est moi qui le gère. Mais on a fait en sorte que s'il nous arrive quelque chose, c'est pour lui et son fils. Mais les charges, il ne peut pas les payer, vu le peu de ressources qu'il a. Donc, alors, qu'est-ce que vous englobez dans les charges ? Les charges, ça monte parce que le loyer, elles sont chères, les charges. Mon mari n'est pas là, c'est lui qui s'en occupe. C'est du style 200 à 300 € par mois. Hein. 200 à 300 € par mois de charges en comptant l'électricité, l'eau. Oui, il y a le chauffage, l'eau, l'électricité, oui, il y a d'ailleurs à peu près tout. Les charges de copropriété, parce que ça me paraît énorme, 300 € par mois. C'est énorme parce qu'il y a le gardiennage. Même avec le chauffage, hein, 300 € par mois. Quelle est la superficie du logement en question ? T2, oui. Pas grand, pas très grand. Mais c'est des charges à château sec qui sont... Oui, effectivement. Alors, pour répondre à votre question, il n'y a pas d'aide sociale qui existe pour payer les charges. L'allocation logement se base uniquement sur le loyer. Et si en plus il y a un lien de parenté, mais enfin de toute façon c'est pas la question. S'il ne paye pas de loyer, il peut pas bénéficier de l'allocation logement, quoi. Ça c'est sûr. Pour les charges, il n'existe rien à part éventuellement travailler sur la gestion du budget, voir un peu comment il pourrait lui être possible de régler ses charges, voir comment il lui serait possible de les diminuer peut-être aussi, au niveau du chauffage notamment, au niveau de la consommation d'eau, puisqu'il est évident que les charges de copropriété, on ne peut pas y faire grand-chose. Non, il ne peut rien diminuer, surtout qu'il est souvent chez nous, un peu chez lui, un peu chez nous, donc... Et le chauffage, il est collectif, donc il peut pas le diminuer ni quoi que ce soit. Donc, je veux dire, tant qu'on est là, ça va. Mais le jour où on n'est pas là, il ira comment ? Peut-être qu'il serait intéressant dans ces cas-là d'envisager un déménagement vers un appartement où les charges soient moins élevées, pour lequel il pourra bénéficier de l'allocation logement, ce qui concerne le loyer. Déménager, c'est difficile. Déjà que c'est toutes les paperasses, c'est pas facile. S'il faut le déménager de là où il se plaît, là vous compliquez. Hein. Alors je ne complique pas en fait, hein. Je vous dis juste qu'en ce qui concerne le paiement des charges, il n'existe aucune aide particulière. Pour les meubles, est-ce qu'un adulte handicapé a le droit de demander à FSL ? Alors, le Fonds social pour le logement peut effectivement permettre à quelqu'un, dans la limite d'un certain plafond de ressources, d'obtenir une aide financière pour accéder à un logement, à un premier logement. Lorsqu'il s'agit d'un déménagement, ça ne fonctionne pas. Il faut savoir que ce plafond de ressources, les personnes qui bénéficient de la hache le dépassent. Donc, a priori, la réponse est non. Sauf que bénéficier de la hache vous met systématiquement dans une situation dérogatoire. C'est-à-dire que lorsque la CAF reçoit le dossier, elle ne le met pas à la poubelle, il passe en commission pour être étudié tout de même. Simplement, il faut pouvoir justifier d'une situation assez précaire, vraiment très compliquée, si vous voulez. Une personne qui bénéficie de la hache, en soi, n'a pas le droit au FSL. Il faut vraiment qu'elle puisse justifier d'enfants à charge,
d'une situation financière extrêmement compliquée qui fasse que vraiment elle n'a pas d'autres solutions vers lesquelles se tourner. Je parle maintenant de l'aménagement de l'appartement. Acheter des meubles, etc. Alors, il faut savoir que le FSL ne peut se demander que 2 mois maximum après l'emménagement dans le logement. Et il peut effectivement couvrir dans ce cas l'achat de meubles. Alors, c'est des possibilités qui existent pour les gens qui ne sont pas forcément en capacité ou qui n'ont pas envie de vivre seuls, mais qui ne souhaitent pas pour autant vivre avec leurs parents, par exemple. Donc, il existe des solutions qui sont les maisons relais, qui sont les familles gouvernantes. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que sur Marseille, tous ces dispositifs sont très rares. En tout cas pour le nombre de demandes. Du coup, il y a peu de place, il y a beaucoup d'attentes et il y a des critères particuliers à remplir. Par exemple, pour pouvoir accéder à une maison gouvernante, qui est en fait un appartement en colocation à 5 personnes, avec ce qu'on appelle une maîtresse de maison, qui est là dans la journée pour gérer tout ce qui a trait aux tâches domestiques, en fait. Mais les personnes se gèrent entre elles le reste du temps. Pour pouvoir y accéder, il y a énormément d'attentes, mais par ailleurs, il faut pouvoir justifier d'une mise sous protection judiciaire, être soit sous curatelle, soit sous tutelle, avant de pouvoir faire la demande, voilà, par exemple. Donc, ce sont des solutions qui existent, qui sont envisagées au cas par cas avec la personne qui vous accompagne, en général une assistante sociale, mais voilà, il faut savoir qu'il n'y a pas de solution miracle et pas dans un court délai, en tout cas, quoi. D'autres questions sur le logement? Sinon, je vais passer à l'accompagnement au logement. Je peux vous demander quel est votre rôle avec UNAFAM? C'est-à-dire, l'UNAFAM est une association, donc il nous arrive d'orienter des personnes vers elle lorsqu'elles ont besoin de soutien, d'écoute ou de mobilisation commune. Ok, alors, une fois la personne dans son logement, il peut arriver qu'il lui soit un petit peu compliqué de se débrouiller au quotidien, surtout lorsque c'est la première fois qu'elle vit seule, on est tous passés par là. Donc il existe des réponses à ce genre de difficultés. Alors, les services d'accompagnement à la vie sociale, qui sont les SAVS, se demandent auprès de la MDPH, toujours le même dossier, le même que pour la hache, le même que pour tout un tas de demandes au final. Alors, un SAVS, ce sont en règle générale des éducateurs, parfois des conseillers en économie sociale et familiale, qui travaillent en binôme, qui se déplacent 1 à 2 fois par semaine au domicile de la personne pour l'aider à travailler tout ce qui touche à son autonomie. Donc ça peut être l'entretien du logement, ça peut être aller faire les courses, constituer des repas équilibrés, se faire à manger, ça peut être gérer les papiers administratifs, développer des loisirs à l'extérieur, enrichir son réseau social. Ça touche à tout. Voilà, les objectifs peuvent être multiples, ils sont à définir avec la personne, l'objectif étant toujours son autonomie, ce qui signifie que jamais le SAVS ne fera quoi que ce soit à sa place. Il fera avec, mais il ne va pas lui faire son ménage, par exemple. Ça, c'est gratuit? Ouais. C'est financé par le Conseil général. Ça suppose, alors, pour certains SAVS qui vivent seuls chez lui, effectivement, à ma connaissance, il n'y en a qu'un sur Marseille, la PAF, qui accepte d'intervenir au domicile des parents. Voilà. Alors, le SAMSA, on en a plus. Petit détail d'information, ça peut coûter très cher au Conseil général. La PAF étant effectivement le seul organisme à accepter de venir quand le malade ne peut pas être dans le logement autonome et dans la famille, et quand ça se trouve à Aix-en-Provence, et qu'il y a un SAVS local qui est à 500 mètres de là, vous n'y avez pas accès parce que ce SAVS, en contradiction avec les conseils du Conseil général, ne refuse d'aller quand le malade n'est pas en logement autonome. C'est une anomalie qu'on dénonce depuis longtemps et qui n'est toujours pas réglée. C'est pas la manière de travailler du SAVS Espoir Provence, effectivement. Voilà. Bon. Ça veut dire qu'on dit que ça coûte cher, ça veut dire que 1 fois ou 2 fois par semaine, ça coûtait les frais de déplacement de la personne qui venait de Marseille à Aix. C'est lamentable, c'est comme ça. Mais ils ont résolu le problème, maintenant ils ont décidé de ne plus rembourser les frais de déplacement des personnes. Donc ils ont résolu le problème de cette façon. C'est de la poche des éducateurs maintenant.
Ok, alors les SAMSA sur Marseille, globalement, il n'y en a pas, on ne travaille pas avec, puisque le SAMSA de la PAF est lié à un immeuble d'habitation particulier. Sinon, pour information, c'est le même type d'accompagnement en plus médicalisé, pour des personnes qui sont un peu moins autonomes quand même. Voilà. Le SAVS n'est absolument pas médicalisé, hein, c'est-à-dire qu'il faut que la personne soit suivie par un médecin. Il peut s'assurer lorsqu'il passe que la personne prend bien son traitement, voilà, mais la guerre aller plus loin que ça. Hein. Ça n'est pas du tout leur boulot. Alors, de manière plus intensive, lorsque la personne en logement a besoin de quelqu'un à ses côtés un peu plus souvent qu'1 à 2 fois par semaine pendant 1 ou 2 heures, on peut faire ce qu'on appelle une demande de prestation de compensation de handicap, de PCH, auprès de la MDPH toujours, pour obtenir l'aide d'une auxiliaire de vie. Alors il faut un dossier assez solide en général pour réussir à l'obtenir, donc courrier d'assistante sociale, évidemment le certificat médical du médecin, si vous pouvez joindre un courrier de psychologue, enfin voilà. L'important étant de bien détailler toutes les difficultés que la personne rencontre dans son quotidien en termes d'autonomie, puisque la prestation de compensation du handicap, comme son nom l'indique, est là pour compenser un handicap. Donc il faut valoriser le handicap en question. Ce qui est compliqué, évidemment, en matière de maladie psychique, puisqu'à l'origine, la MDPH, la PCH, tout ça, ça a été créé pour les handicaps moteurs. Donc évidemment, les grilles d'évaluation médicale ne sont pas du tout conçues pour révéler les difficultés rencontrées par les personnes qui souffrent de maladies psychiques. Donc en général, c'est dans le courrier d'accompagnement qu'on conseille de bien appuyer sur ce qui constitue réellement la difficulté de la personne au quotidien. Voilà. À savoir que la PCH sert à demander une auxiliaire de vie sociale, ce qui est important, et non une aide ménagère. Si vous faites une demande d'aide ménagère, vous allez vous faire recaler. Si la personne fait une demande de PCH, qu'au cours de l'étude de son dossier, la MDPH le convoque en visite médicale, ce qui n'est pas systématique, hein, mais ce qui peut arriver, et que lors de l'entretien avec le psychiatre, il parle d'aide ménagère, c'est foutu. Hein. Voilà, à savoir quoi. Le principe étant que l'auxiliaire de vie sociale, normalement, n'est pas censé faire le ménage chez les gens. En réalité, une fois que la PCH a été obtenue, on s'arrange avec l'association un petit peu comme on veut. Mais dans les faits, c'est pas comme ça qu'il faut présenter les choses à la MDPH. Je demande toujours au même endroit, à la MDPH, une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé. Ce qu'on appelle la RQTH. C'est le seul dispositif qui existe aujourd'hui pour aider les personnes en situation de handicap à accéder à un emploi. C'est une reconnaissance qui permet d'accéder aux postes qui sont réservés dans les entreprises et administrations dans le cadre de la loi des 6%, voilà, qui les oblige à embaucher 6% de personnes en situation de handicap. Donc ça permet d'accéder à ces postes-là. Vous payez l'amende. Oui, tout à fait. Elles peuvent aussi payer une amende si elles ne veulent pas, effectivement. À savoir que l'amende en question alimente un fonds qui s'appelle l'AGFIP. Et l'AGFIP étant réservé aux personnes qui bénéficient de la RQTH pour leur permettre d'accéder à des formations. Au final, on va dire que ça retourne quand même aux personnes à qui c'était destiné initialement, mais je suis d'accord avec vous que le système n'est malheureusement pas parfait. Après, l'administration. Oui, tout à fait. C'est loin d'être un modèle. Alors, cette RQTH permet également d'accéder à l'accompagnement de conseillers en emploi chez Cap Emploi. Le principe est un petit peu le même que chez Pôle emploi, hein, ils ne sont pas beaucoup plus disponibles, mais ça permet d'accéder aux offres d'emploi réservées aux personnes qui n'ont la RQTH, puisqu'elles sont centralisées par Cap Emploi. Ça peut toujours servir. Ça permet également de bénéficier évidemment des contrats aidés, hein, des CUI, ce genre de choses. De centres de formation adaptés qui s'appellent les CRP, centres de réadaptation professionnelle ou de réinsertion professionnelle. Ils n'interprètent pas tous ça de la même manière, qui existent partout en France, hein, et qui proposent des formations dans tous les domaines. En règle générale, rallongée. C'est-à-dire qu'une formation d'1 an en milieu ordinaire va faire là 1 an et demi, de manière à ce que la personne ait davantage le temps de respecter son propre rythme. Vous avez du personnel médico-social qui est présent, et c'est réservé aux personnes qui sont en situation de handicap. Alors pas nécessairement psychique, hein, par contre, mais voilà, ça permet de suivre un cycle de formation de manière un peu plus sereine et un peu mieux accompagnée. Si ça vous intéresse, le catalogue de formation proposé par tous les CRP de France est disponible sur le site de la FAGERH, F-A-G-E-R-H. F-A-G-E-R-H.
Vous tapez ça sur Google, ça va vous sortir le site de la FAGER, et là vous avez le catalogue de toutes les formations proposées par les CRP partout en France. À savoir que si la personne choisit un CRP qui est en dehors de sa région, il peut tout à fait demander, lorsqu'il existe, à bénéficier d'un internat, d'une place en internat. Est-ce que ces formations elles sont un peu adaptées au marché du travail, hein? Oui, dans la mesure du possible. Comme toutes les formations, en fait. Elles sont un minimum adaptées au marché du travail. Après, c'est un fait qu'il n'y a, peut-être heureusement, quelque part, pas des formations que pour les secteurs porteurs. Donc, c'est plutôt à la personne de savoir un peu avant, de se renseigner, de savoir quel métier embauche avant de se lancer dans une formation, peut-être, si c'est ce qui la préoccupe en tout cas. Est-ce qu'il y a des embauches à mi-temps? Est-ce qu'il y a pas mal d'embauches à mi-temps? Parce que comme ils sont fragiles, à mi-temps, souvent, au bout d'un moment, ils craquent. Oui, tout à fait. Dans le cadre de la RQTH, ça peut faire partie des aménagements de poste. Tout à fait. Il peut y avoir un aménagement horaire, c'est même d'ailleurs ce qui passe en premier en général. Hein. Est-ce que pour travailler en milieu protégé, il est nécessaire aussi d'avoir cette RQTH ou pas? Alors, pour travailler en milieu protégé, la demande se fait également auprès de la MDPH. Et il faut effectivement avoir une RQTH, mais une RQTH avec orientation milieu protégé. Il en existe deux types en fait. Une avec orientation milieu ordinaire, qui vous permet de bénéficier notamment de l'accompagnement de Cap Emploi et des postes réservés dans le cadre des entreprises et des administrations. Et une RQTH orientation milieu protégé. Si vous avez une RQTH avec orientation milieu protégé, vous ne pouvez pas prétendre à l'accompagnement de Cap Emploi. Hein. Inversement, si vous avez une orientation milieu ordinaire, vous ne pourrez pas entrer en ESAT. Donc ça se spécifie dans la demande, hein, au moment de remplir le dossier. C'est vous qui cochez la case qui convient pour demander une place en ESAT. Vous répétez là tout ce que vous venez de dire? Alors, vous avez été trop vite, à la petite tête. Il existe deux types de RQTH. Une RQTH avec orientation milieu ordinaire, d'accord ? Pour les personnes qui veulent pouvoir accéder à l'accompagnement de Cap Emploi ou aux postes réservés dans les entreprises et les administrations dans le cadre de la loi des 6%. Ok ? La deuxième RQTH est avec orientation milieu protégé, donc c'est celle qui permet d'entrer en ESAT. Et si vous avez l'une, vous ne pouvez pas bénéficier des avantages de l'autre, vous voyez ? Donc c'est important de faire la demande correctement au niveau du dossier. Et un ESAT Open, il se situe où? Alors un ESAT Open, légalement, c'est un ESAT. En réalité, effectivement, il se situe à la charnière. C'est assez intéressant d'ailleurs, puisque ça s'adresse à des personnes qui sont assez peu autonomes dans leur recherche de travail, mais ça leur permet quand même d'accéder au milieu ordinaire. Alors, à savoir que donc, la demande est la même, hein, c'est une demande d'ESAT. Donc voilà, il n'y a pas de case spécifique, hein, donc c'est une demande d'ESAT qui permet d'accéder à un ESAT Open. Après, à savoir que la seule différence avec quelqu'un qui travaillera dans le milieu ordinaire par le biais d'une RQTH milieu ordinaire, c'est le salaire. La personne en ESAT Open sera payée comme une personne en ESAT, c'est-à-dire moins que la normale. Voilà, concernant les ESAT, il est important de savoir qu'il y a de très longues listes d'attente, notamment sur Marseille. C'est peut-être un peu moins pire sur Aix, je ne sais pas trop, mais voilà. Concernant Marseille, voilà, surtout lorsque vous faites la demande, ne vous attendez pas à ce que la personne entre en ESAT tout de suite, puisque vous allez devoir attendre 4-6 mois que la MDPH vous réponde, et qu'une fois reçu l'orientation, il va falloir s'inscrire sur les listes d'attente, et que là, ça peut prendre plusieurs mois, voire plusieurs années. À savoir qu'avant de se lancer dans une telle attente, il peut être intéressant pour la personne d'y faire un stage d'une semaine ou deux pour tester un peu l'atelier qu'elle vise, s'assurer que ça lui convient, hein, parce qu'attendre pendant 2 ans de rentrer sur un atelier qui finalement ne va pas lui convenir, c'est quand même un petit peu dommage. Donc ça, il n'y a pas de souci, les ESAT le pratiquent. Il est tout à fait possible de faire des stages, il suffit de contacter les ESAT et en général, ils organisent ça assez rapidement pour le coup. Alors concernant une expérience de stage à l'ESAT, donc, il était prévu pour mon fils de faire un stage, je parle un peu plus fort peut-être. Non, c'est bon. Il était prévu de faire un stage à l'ESAT de jardinage. Bon, c'est pas son truc, mais bon, voilà. Et un stage à mi-temps, parce que c'est pas possible, parce que dans ce stage, enfin, il se lève à 11h, il dort beaucoup, et donc on avait prévu un mi-temps. Mais le mi-temps de l'ESAT en question, c'était 8h, 17h sur 4 jours. C'est impossible. Je leur ai dit en long, large et en travers que c'est impossible. Et ils m'ont dit, mais le mi-temps, c'est ça.
Ils n'ont jamais demandé Très que peu de le mi-temps, mi-temps c'était ça. dans les ESAT. Il faut savoir qu'effectivement, Et- c'est extrêmement compliqué d'obtenir un mi-temps en ESAT. Alors pour un stage, c'est un petit peu dommage parce que la personne n'est pas payée. Donc bon, Voilà. ils auraient pu être Et arrangeants. je leur ai dit, mais on ne peut pas faire le matin, parce qu'il avait fait quelques années avant un stage où il avait tenu un mois, et c'était 8h midi, et il était arrivé donc 5 jours par semaine. Et là, au bout d'une semaine, il a craqué. Et quand vous voyez votre gamin qui pleure de joie parce qu'il a réussi à ramasser des olives, et que le soir, maman, j'y suis arrivée, et qu'à la fin de la semaine, il s'écroule parce que ça a été 8h, 17h sur 5 jours. Alors les personnes de l'ESAT m'ont dit, oui, mais il y a des temps de pause. J'ai dit, oui, mais moralement, ils ne peuvent pas tenir 8 heures, c'est pas possible. Et on m'a dit, chez nous, c'est comme ça et on ne peut pas changer. C'est pas Je trouve spécifique. ça inhumain. C'est pas spécifique à cet ESAT-là. La plupart des ESAT pratiquent ainsi. Il y a des horaires qui sont très larges. En général, la personne commence très tôt le matin. Aussi, ce qui est important à savoir. C'est très compliqué. Et après, votre gamin, pendant 3-4 ans, il ne faut plus lui parler de stage, il ne faut plus lui parler de travail, il faut plus... Je veux dire, on va droit dans le mur avec des fonctionnements pareils. Parfois, il est plus facile pour la personne de travailler en milieu ordinaire avec un patron qui accepte d'adapter son poste à sa pathologie, à sa fatigabilité, à son niveau de stress, plutôt qu'en ESAT où effectivement l'exigence, alors effectivement, la personne est très cadrée, on ne lui demande pas de prendre d'initiative, voilà. Il n'y a pas trop de pression à la productivité comparé à une entreprise normale. À côté de ça, il y a des horaires à respecter qui sont effectivement très larges et il existe très peu de mi-temps pour la simple et bonne raison que les ESAT sont financés au nombre de personnes embauchées. En fait. Donc qu'elle embauche à mi-temps ou à plein temps, ça revient au même, si vous voulez, mais sauf qu'ils ont une personne de moins qui... Oui, alors pour un stage, je trouve ça un peu... C'est un stage, c'est débile. Oui, tout à fait. C'est un peu dommage, effectivement. Mais alors en plus ça, quand on joue sur les mots, moi ça me... C'est ça, c'est encore assez mal adapté à la maladie psychique. Peut-être Attendez, qu'une hypothèse excusez-moi, serait... Je voulais pas le citer, mais c'est Isatis. Oui, effectivement, du coup c'est un peu dommage. C'est quand même ridicule. Alors peut-être qu'ils ont refusé pour le stage de manière à ce que, que votre fils puisse s'apercevoir en quoi consiste le rythme, quoi, puisque de toute façon, une fois embauché, les mi-temps ne sont pas possibles. Ça c'est le fonctionnement de tous les ESAT. Ça n'existe pas. Alors, ça existe, mais c'est extrêmement rare. Je sais pas comment ils se débrouillent. C'est thérapeutique, en fait, c'est des mi-temps thérapeutiques, je crois en général. Travail, il ferme la porte, là. Le monde du travail protégé, mais il est parfois plus facile de trouver une place plus adaptée en milieu ordinaire. Ça demande du temps et en général un accompagnement, mais c'est parfois plus facile et plus adapté au final que les milieux protégés. Merci. Mais de rien. Alors, il nous reste 5 minutes. Donc, on ne va pas vous faire de présentation longue et fastidieuse. Est-ce que vous avez des questions sur les mesures de protection des majeurs? Tutelle, curatelle? J'espérais que la curatelle soit un petit peu pédagogique. En fait, la curatelle ne sert pas à grand-chose. C'est-à-dire qu'en fait, d'une part, il y a pédagogie CESO, aucune possibilité là d'arriver à faire comprendre comment on fait les choses, pourquoi on fait les choses. Donc voilà, tout cet accompagnement justement qui serait tout à fait utile. Donc déjà ça c'est nul. Et d'autre part, eh bien, le travail du curateur, il est vraiment inexistant, quoi. En plus, notre fils n'a pas pu se rendre au mois de septembre à décembre. Avant, lorsqu'il y avait un dysfonctionnement au niveau de l'association de curatelle, donc il était prévu soit un petit coup de pied, soit un petit coup de téléphone. La permanence ne se tiendra pas, c'est pas la peine de venir, etc. Là, depuis quelque temps, il n'y a plus rien du tout. Donc, alors, il y va, il n'y a personne, la personne n'est pas à la permanence. Alors, évidemment, une pique de colère. Lorsqu'on a la personne en question au téléphone, me dit, ah oui, s'il a quelque chose à me dire, je peux très bien téléphoner. Je veux dire, il y a quand même un manque de sérieux là. Ce sont quand même des personnes, si elles sont curatelles, qui ont besoin d'être un petit peu cadrées, auxquelles justement un peu de pédagogie ne fait pas de mal. Et là, on se rend compte que c'est vraiment zéro sur toute la ligne. Oui, les dysfonctionnements dont vous nous faites part là sont effectivement assez fréquents, malheureusement. Alors, il nous reste 2 minutes avant de fermer boutique, donc si quelqu'un avait une question, en fait. Oui, qu'est-ce qu'on peut faire dans ce cas-là? C'est ma question.
Ben, on ne peut malheureusement pas y faire grand-chose. Alors, si ce n'est, moi, les personnes que j'accompagne, en règle générale, j'essaye de me mettre en contact avec leur curateur pour essayer justement de mettre en place un accompagnement davantage qu'une simple protection, pour que la personne ne soit pas sous curatelle toute sa vie, en gros, et qu'elle puisse reprendre peu à peu la main sur son budget, par exemple. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez essayer de faire également, mais c'est un fait que ça dysfonctionne. Les associations sont complètement débordées. Chaque curateur accompagne un nombre bien trop important de personnes pour pouvoir faire son boulot correctement. On n'est pas obligé de prendre des curateurs si on est parent. Ah, tout à fait, vous pouvez demander à être vous-même curateur, c'est un choix. Moi, je l'avais même, je respecte aussi après le tutelle. Donc, le cas de moi, je rencontrais un certain majorité, l'argent qui a disparu, de l'équipe que j'avais donné à l'assistance sociale, machin, etc. Et j'ai écrit au juge de tutelle. Oui, quand il y a un problème, le mieux c'est peut-être de faire un courrier au juge des tutelles. Alors vous pouvez écrire au juge des tutelles aussi pour demander à changer de curateur ou d'association. Oui. Ça fait partie des choses qui se font. Voilà. Malheureusement, voilà, sachez-le, les dysfonctionnements sont fréquents. Ils ne sont pas systématiques, fort heureusement, mais ça arrive, quoi. Qu'est-ce qu'on a comme chance de changer de tutelle, par exemple? Est-ce qu'il y a une seule tutelle pour Sainte-Marguerite, pour quelqu'un qui est domicilié ici? Oui. Comment vous travaillez ensemble? Oui, il y a une seule mandataire de justice pour Sainte-Marguerite et la Conception.